Ça faisait quelque temps que je recevais des messages de gens qui me demandaient d'enquêter sur le monde du VTubing. Il y a des trucs vraiment pas nets là-dessous. C'est vraiment un des milieux les plus toxiques d'Internet. Il y avait l'air d'y avoir des choses intéressantes à découvrir. Alors, pendant plus d'un mois, je me suis mis à consommer énormément de contenu VTubing. Et ce, jusqu'à la nausée. Du drame, de la misère humaine, il n'y avait qu'à se baisser pour en ramasser. Il y avait tout ce qu'il fallait pour faire une très bonne vidéo. D'ailleurs, des vidéos sur le côté sombre du VTubing, des vidéos qui dénoncent les excès et les dérives du milieu, je me suis vite rendu compte qu'on en trouvait déjà par dizaines, à tel point que je me suis demandé si ma vidéo pourrait vraiment apporter quelque chose. Mais à force de fouiller, j'ai fini par tomber sur plusieurs choses, et notamment un élément particulièrement troublant, au point de me dire que la plupart des vidéos sur le côté sombre du VTubing étaient en fait totalement passées à côté de l'essentiel. Sans même m'en rendre compte, j'étais allé beaucoup plus loin que tous les autres. Dans un premier temps, je pense que le mieux à faire, c'est déjà de le définir, ce mot de VTuber. En fait, c'est la contraction de virtual et YouTuber. Bon, en gros, c'est un YouTuber ou un streamer qui utilise un avatar. C'est aussi simple que ça. Ça peut être un avatar 3D, 2D ou même des images fixes en PNG. Ce qui d'ailleurs fait techniquement de moi un VTuber. Même si en fait, c'est un peu plus que ça. Le monde du VTubing, c'est toute une communauté avec un jargon, des codes, une histoire et même un sens de l'humour qui lui est propre. Et ça, on y reviendra plus tard. Alors dans un premier temps, parce qu'il a bien fallu commencer quelque part, je me suis intéressé à la scène VTube française. Parce que la France, c'est quand même le deuxième pays plus gros consommateur de manga après le Japon. Alors forcément, cette esthétique, ces codes, ça allait forcément cartonner en France. Sauf que non. En France, le VTubing, ça ne prend pas. Alors, il y a bien une petite scène, mais c'est vraiment très niche et les VTubers français se retrouvent souvent à se suivre entre eux. Mais enfin, soyons clairs, si ça ne marche pas, c'est surtout parce que la scène française est, dans son ensemble, plutôt médiocre. Elle manque de talent, de personnalité vraiment marquante. Et bien souvent, on se retrouve dans une ambiance un peu collège-lycée, très aseptisée. Et pour cette enquête, je me suis farci des heures et des heures de la scène VTube française. Et pour le dire très poliment, c'était extrêmement creux. Alors, il y a quand même quelques petites exceptions, comme Harvey le renard et quelques autres. Sa vidéo sur son auto-cancel, c'est probablement l'une des vidéos de divertissement les plus créatives et les plus réussies de toute l'histoire du YouTube francophone. Bon, tout ça pour dire que c'était clairement pas par là qu'il fallait que je me tourne si je voulais trouver quelque chose d'intéressant. Je me suis donc naturellement tourné vers les scènes américaines et japonaises. Mais avant de vous en parler, il va nous falloir remonter un peu dans le temps. L'idée de se représenter avec un avatar en 3D, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. On en retrouve des traces à la télévision britannique dès 1985, avec Max Headroom, un présentateur télé qui avait quand même l'air sacrément flippant. Et puis, en 1992, sort un système du nom de MIRT, ou Mario in Real Time, qui permettait aux gens d'interagir avec Mario lors d'événements organisés par Nintendo. Cet avatar de Mario était doublé par Charles Martinet. It's a me, Mario! Woohoo! Et sans trop exagérer, on pourrait considérer que ce système, c'est vraiment ça, la genèse du VTubing. Du côté de la France, on pourrait aussi penser à Bill, du Big Deal. Et puis, en 2007, au Japon, sort Hatsune Miku. Une chanteuse virtuelle qui, à la base, n'était que la mascotte d'un logiciel de synthèse vocale, Vocaloid. Mais rapidement, les gens vont se mettre à poster massivement leurs créations faites à l'aide du logiciel. Puis sort un autre programme, Miku Miku Dance, qui permet d'enregistrer des chorégraphies. À partir de là, sa popularité explose, au point qu'en 2009 aura lieu son premier concert. Plus tard, elle fera même la première partie de Lady Gaga. Les ventes de produits dérivés explosent, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et c'est d'ailleurs avec Hatsune Miku qu'on a vu apparaître des phénomènes aussi étranges que les mariages avec des personnages virtuels. Et ça, on y reviendra. Mais la vraie précurseur des VTubers, c'est Super Sonico, un personnage féminin fictif, chanteuse d'un groupe virtuel au tout début des années 2010. On pourrait aussi parler de Ami Yamato, une vlogueuse virtuelle qui a commencé sa carrière en 2011. Mais en réalité, ce n'est que le 29 décembre 2016 qu'apparaît la première véritable VTubeuse, Kizuna Ai. C'est d'ailleurs elle qui popularisera le terme. À l'époque, ce qui attirait les foules,
c'est qu'elle se faisait passer pour une intelligence artificielle. Ce qui est plutôt marrant, parce que maintenant que c'est possible, faire du contenu avec de l'intelligence artificielle, ça aurait plutôt tendance à faire fuir le public. En un an, elle accumule 1 million d'abonnés. Et puis, plus tard, elle décidera de se cloner. Et ça va vraiment déplaire à ses fans. Et puis, la mode change. Les gens ne veulent plus de vidéos préenregistrées, mais des lives. C'est la fin de Kizuna Ai. Depuis, les technologies ont énormément évolué. S'il y a encore quelques années, ça demandait beaucoup de matériel, aujourd'hui, avec une simple webcam et un logiciel, tout le monde peut le faire, bien que la création de modèles 3D complexes puisse être très coûteuse. Et c'est pour ça que beaucoup de VTubers font partie d'agences qui peuvent les aider en prenant en charge ces dépenses, mais aussi tous les aspects du business, les sponsors, les produits dérivés, etc. Et les deux agences les plus importantes, elles s'appellent Hololive et Ninji Sanji. Et bien souvent, ces agences vont développer beaucoup de lore, des histoires interconnectées pour donner une cohérence à tout cet univers. Il faut donc bien distinguer les VTubers qui appartiennent à des agences et les indépendants. Et puis, en 2020, Hololive lance Gaogura, qui est rapidement devenue la VTubeuse numéro 1 avec 4 720 000 abonnés sur YouTube. Et qui est une petite fille avec une queue de poisson, souvent très sexualisée, mais ça, on y reviendra. Le pic de popularité des VTubers sera atteint pendant la crise Covid. Aujourd'hui, on estime le nombre de VTubers actifs à près de 50 000. Bref, après avoir constaté la nullité de la scène française, et après avoir potassé le sujet de manière assez scolaire, il était temps de me plonger dans le petit monde du VTubing anglophone. Encore une fois, j'ai donc passé des heures et des heures à regarder ce contenu. Et clairement, j'ai failli devenir cinglé. Before we get started. J'ai écouté ce mec expliquer qu'il avait du mal à se faire des amis et que les VTubeuses se sexualisaient trop. Bon, il fallait m'expliquer comment ne pas sexualiser quand on vous met sous les yeux de si gigantesques, de si énormes queues de renard. Du divertissement vide, des réacts à des vidéos drôles, des commentaires qui apportent rien de plus à ce qui est montré dans les vidéos, et ce qui semble être un peu l'équivalent des rires préenregistrés des vieilles sitcoms des années 90. Bon, ça, on le retrouve aussi chez des youtubeurs plus classiques. Des blagues salaces. Wait a minute. Beaucoup de blagues salaces. First word is cornobble. Cornobble. 2, 1. All right, ladies. I want an explanation. What the heck did you just write? Okay. J'ai aussi vu des comportements bizarres. Hi, 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 la la la. Exagérés. Des arnaques. Bref, j'avais besoin de souffler un peu. Bon, j'avais passé une bonne semaine à écumer les lives, les rediffs, les shorts et dans l'ensemble, j'ai perdu quelques points de QI. Même si, soyons honnêtes, il y a aussi des gens très talentueux et notamment 2 VTubeuses que je continue de suivre depuis. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. Bref, tout ça, ça m'a permis de repérer quelques éléments caractéristiques du VTubing, a priori anodins et qui pourtant cachent véritablement quelque chose de très sombre. Mais chaque chose en son temps. Déjà, j'ai pu constater que les VTubers jouent et parlent beaucoup de jeux vidéo. Ils font aussi pas mal d'ASMR, peuvent parler de choses et d'autres, participer à des défis, etc. En fait, en ce qui concerne les sujets abordés, les VTubers ne diffèrent pas tellement des streamers classiques. Dans le jargon, on appelle d'ailleurs des flesh-tubers ou youtubeurs de chair, ce qui est d'ailleurs extrêmement bizarre comme terme. Tout comme ils appellent leur personne réelle, celle qui est derrière leur avatar, leur âme. Ils ont aussi souvent tendance à alterner entre roleplay et leur personnalité réelle. Certains font aussi des chansons ou de la danse. On peut aussi constater la prépondérance de l'esthétique manga, même si évidemment, on peut trouver aussi d'autres inspirations. D'un point de vue politique, d'une manière générale, le monde du VTubing est plutôt très largement de gauche, à quelques exceptions près. Pour ce qui est du public, c'est peut-être pas aussi clair. Dans cet extrait d'un live de la VTubeuse Sarway, une française anglophone, elle raconte pourquoi elle n'ose plus s'habiller ni même sortir comme elle le souhaite en France, sans bien sûr oser nommer la raison. Already had very bad interaction with men in the streets. Mais les réactions de son public, elles, ne trompent pas. Et là où les VTubers diffèrent vraiment des streamers classiques, c'est dans leur comportement.
Beaucoup font preuve d'une énergie démesurée, donnent l'impression de vouloir que tout aille extrêmement vite tout le temps. Et les échanges sont souvent chaotiques, tout le monde parle en même temps, on s'interrompt beaucoup. Les réactions semblent très souvent excessivement exagérées. Ce qui est d'ailleurs en partie dû à des contraintes techniques. Pour faire bouger et déclencher certaines animations, les VTubers sont un peu obligés de tout exagérer pour donner vie à leurs personnages. Certains ont aussi une étrange tendance à faire des bruits de bouche bizarres et surtout à passer extrêmement rapidement d'une chose à une autre. What is that setting so I could see? D'ailleurs, beaucoup semblent facilement distraits, comme si elles ne pouvaient pas se concentrer sur une chose à la fois. Et ça, c'est vraiment une récurrence. Et surtout, et ça, c'est peut-être l'un des points les plus caractéristiques, c'est la voix exagérément aiguë, quitte parfois à utiliser des logiciels type Vocaloid pour modifier leur timbre de voix. Et cette tendance à utiliser une voix suraiguë, elle vient du fait que les VTubeuses américaines ont cherché à mimer le côté hyper féminin de la prononciation à la japonaise. Et cette exagération au niveau de la voix, on la retrouve aussi dans cette tendance qu'elles ont à gémir pour un oui ou pour un non. Une attitude vraiment typique des personnages féminins dans les animés. Et là, celle que vous venez de voir, c'est Gaogura, dont je vous ai déjà parlé, et qui a longtemps été la VTubeuse numéro 1. Et oui, c'est une petite fille extrêmement sexualisée. Même si, bon, dans le lore, elle a 9000 ans, alors apparemment, ça passe. Aujourd'hui, elle n'existe plus. La VTubeuse derrière ce personnage est devenue indépendante, et elle est maintenant active sous le pseudo de Sameko Saba. Et son design, c'est ça. Et ça pose quand même beaucoup de questions. D'autant plus que, regardez ça. Dans sa vidéo de présentation, le moment le plus visionné, c'est ça. Le moment où elle montre que sa robe peut s'ouvrir. Alors, il faut quand même noter que son apparence a beaucoup choqué et beaucoup fait parler au sein de la communauté. Et tout ça, ça nous amène très logiquement au point suivant, la sexualisation. Il y a quelque chose que je vous avais pas encore dit, mais qui vous a certainement déjà sauté aux yeux. C'est que l'écrasante majorité des VTubers sont des femmes. Alors que le public, lui, dans son écrasante majorité, est masculin. Alors bien sûr, le premier réflexe, c'est souvent de blâmer le public masculin pour son côté indéniablement lubrique. Pourtant, la sexualisation, elle vient bien souvent des agences et des VTubeuses elles-mêmes. On met pas des bonnets F qui bougent comme des flambis si c'est pas pour sexualiser. Mais ça, à la limite, hypnotiser l'audience avec de gros attributs, c'est vraiment quelque chose d'assez classique. Non, ce qui a plutôt tendance à scandaliser, c'est la sexualisation d'avatars qui ressemblent à de très jeunes filles. Je vous ai déjà parlé de Gaogura, et la sexualisation de ce personnage est en fait absolument évidente. Et elle, c'était la numéro 1, avec 4,7 millions d'abonnés sur YouTube, je le rappelle. Donc je suis pas allé fouiller très loin pour trouver ça. Et c'est pas un phénomène insignifiant. D'autant plus que la nana derrière ce personnage, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, elle est indépendante. Et le design de son nouvel avatar, Sameko Saba, c'est elle qui l'a choisi. Il n'a pas été imposé par une agence. Donc cette volonté de sexualiser un corps d'enfant, elle vient de la VTubeuse elle-même. Et je rappelle que le public qui regarde ça est adulte dans son écrasante majorité. Et ça en dit beaucoup sur un phénomène de société extrêmement tabou, à savoir l'attirance S pour les enfants, qui est probablement un fantasme beaucoup plus fréquent qu'on ne pourrait le croire. Le truc, c'est que forcément, c'est extrêmement difficile à mesurer, à cause notamment de l'aspect tabou de la chose. Selon des recherches de l'université d'Édimbourg, ce type de fantasme toucherait entre 0,6% de la population et 22,2%. Des résultats qui varient donc énormément selon les méthodes employées pour obtenir les réponses. Et même si la grande majorité du petit monde du VTubing condamne la pédophilie, il n'en demeure pas moins que cette érotisation des enfants, elle existe. Et ça, c'est quand même un truc extrêmement malsain. Et forcément, un environnement pareil, c'est propice aux dramas les plus absurdes. Parce que derrière les sourires, les couleurs et l'énergie débordante, se cache en fait un univers souvent très sombre. Et en réalité, ça n'a rien d'un secret, parce que le public est très friand de ces dramas. Le cas le plus connu est sans doute celui de Uru Harushia.
accusé d'avoir battu son copain de l'époque, d'abus émotionnels, psychologiques et financiers, de maltraitance envers les animaux, de diffamation et de harcèlement. Depuis, la plupart de ses vidéos ont été totalement effacées. Suite à quoi, ses fans se sont comportés un peu comme si elle était morte. Ce qui, encore une fois, est extrêmement bizarre. Uro Harushia était d'ailleurs aussi connue pour avoir atteint un nombre record de dons. Rien qu'avec le super chat, elle avait remporté 3,2 millions de dollars. 3,2 millions de dollars pour un avatar en 3D. Attendez une minute. Et puis en 2025, Asriya, une VTubeuse muette et handicapée, lance sa chaîne. Son histoire touche énormément de monde et très rapidement, elle gagne en popularité. Les dons affluent en masse jusqu'à ce qu'on se rende compte que tout ça n'était qu'un mensonge. Une mise en scène pour soutirer des dons. Ce qui évidemment a mis immédiatement un terme à sa carrière. La même année, Elfin Sayop, une étoile montante du VTubing, est accusée dans un document de 51 pages d'avoir manipulé émotionnellement ses fans les plus vulnérables, transformant ainsi son audience en une sorte d'expérience émotionnelle malsaine à grande échelle. En 2023, Yakirisu est accusée de manipulation et de torture psychologique, au point d'avoir mené certaines de ses victimes en psychiatrie. Je pourrais aussi vous parler de Ninji Sanji, l'une des 2 plus grosses agences de VTubers et qui est liée à beaucoup d'affaires de harcèlement. Beaucoup de VTubers de l'agence ont déclaré s'être sentis exploités. Les cas de dépression sont nombreux et plusieurs tentatives de S ont été recensées. Pourtant, tous ces dramas sont très loin de nuire à l'agence. Au contraire, ça alimente énormément le contenu de beaucoup de VTubers. Mais l'un des cas les plus célèbres, c'est peut-être celui de Iron Mouse et de son agence VShojo. Iron Mouse, c'est une VTubeuse atteinte d'un trouble immunitaire commun variable, une maladie qui rend l'organisme très vulnérable et qui contraint ceux qui en souffrent de vivre totalement isolés. Et cette fois-ci, c'est vrai. Elle est vraiment atteinte de cette maladie. Iron Mouse a donc participé à une œuvre caritative pour aider la recherche pour combattre cette maladie. Mais son agence a volé près d'1 demi-million dans la cagnotte. À tout ça s'ajoutent des histoires d'arnaque, de grooming, de doxing, de drogue, d'abus S, de filles, etc. En termes de drama et de scandale, les VTubers n'ont vraiment rien à envier aux YouTubers classiques. La seule différence, c'est que les VTubers, eux, jouent énormément sur ces dramas pour alimenter leur contenu. Et ça, c'est à double tranchant, parce que d'un côté, ça encourage les VTubers, autant que leurs spectateurs, à être extrêmement autocritiques. Il faut quand même leur reconnaître ça, mais aussi le fait qu'ils pointent eux-mêmes systématiquement les pires aspects de leur communauté et que donc ils participent eux-mêmes à ternir leur image. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'image du VTubing est quand même déjà bien sale. Et là, j'ai commencé à me dire que j'avais certainement un peu perdu mon temps avec cette enquête. Je veux dire, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir dire qui n'avait pas déjà été dit ? En fait, pour vous dire la vérité, j'ai même failli abandonner plusieurs fois. Parce que toutes ces vidéos sur le dark side des VTubers, elles se ressemblent tout un peu et elles ont tendance à attirer fortement le clic. Parce que le contraste est très fort entre ces dérives ultra sombres et cet univers excessivement coloré, enjoué, souvent enfantin, où tout est surjoué. Des personnages mi-réels, mi-fictifs, à l'énergie débordante. Des VTubeuses qui déploient une énergie assez hallucinante pendant des heures et des heures, comme si, et là, je venais de comprendre un truc. En fait, toutes ces vidéos qui parlaient des dessous cachés des VTubers passaient systématiquement à côté de l'essentiel. En réalité, le fait que tout soit surjoué à ce point-là, mais aussi cette capacité à maintenir cette énergie débordante et communicative pendant si longtemps, c'est vraiment pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Et en réalisant ça, quelque chose m'est revenu en mémoire. Parmi tous les lives, toutes les vidéos, tous les extraits que j'ai vus, il y a quelque chose qui revenait très souvent. En fait, souvenez-vous, quand je vous parlais des caractéristiques que j'ai relevées par rapport au comportement des VTubers, tout ça correspondait presque point par point au trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, ou TDAH, ou ADHD en anglais. Les symptômes, les voici. Avoir un niveau d'énergie élevé. Beaucoup font preuve d'une énergie démesurée. Être distrait facilement. D'ailleurs, beaucoup semblent facilement distraits. Trouver difficile d'attendre son tour pour parler. Interrompre fréquemment les conversations. Les échanges sont souvent chaotiques. Tout le monde parle en même temps, on s'interrompt beaucoup. Parler bruyamment. Mais d'ailleurs,
ces références au TDAH de la part des VTubers, elles sont en fait extrêmement explicites. VTubers and ADHD. Let me tell you what it's like. People think it's teehee, I'm hyper, but what they don't show you is the struggle behind the scene. People keep telling me that I may have like some form of ADHD. I have ADHD. Having ADHD, I procrastinate. Do you want to know how I got diagnosed with ADHD? I'm ADHD. What's your f***ing excuse? Me too. The memory of an ADHD person has tumors. You know, I wish I could sleep, but then my stupid ADHD kicks in. My ADHD need to fidget. Être atteint de TDAH, bien évidemment, ça peut être un handicap. Mais lorsqu'il s'agit d'animer un live de plusieurs heures où il est question de laisser aucun temps mort, de faire montre de l'énergie la plus communicative qui soit, cette condition devient littéralement un talent. À tel point qu'il est même souvent revendiqué comme une fierté. Et ça, c'est un phénomène international. ADHD bingo! Un autre trouble régulièrement mis en avant, en plus du TDAH, c'est l'autisme. Alors bien sûr, certains souligneront le fait que c'est une bonne chose, que ça permet à des gens qui souffrent d'un trouble mental de briller, de se faire une place. Pourtant, ça pose aussi vraiment une question d'un point de vue éthique, puisqu'il s'agit littéralement d'exploiter la maladie mentale de jeunes femmes pour en faire du profit. Parce que ces profils de jeunes femmes atteintes de différents troubles mentaux sont activement recherchés par les agences. Elles ne se contentent pas d'exploiter les particularités dues à leur comportement. Elles exploitent aussi les dramas qui en découlent. Parce que les dramas de VTubers sont très souvent liés à des problèmes de santé mentale. Et très clairement, le drama dans le monde des VTubers, ça fait littéralement partie du business. Que ce soit des troubles qui préexistaient à leur carrière ou des troubles dus à leur carrière justement à cause du harcèlement ou du surmenage. Et au cours de mon enquête, j'ai pas mal interrogé de gens qui regardaient ce type de contenu. Et voici ce que l'un d'entre eux m'a dit à ce sujet. Je pense que ce type de maladie mentale a causé beaucoup de problèmes IRL à certains VTubers et que c'est en partie ce qui les pousse à être des VTubers et pas des streamers IRL en premier lieu. Après tout, l'effet secondaire de ce type de maladie est qu'elle rend les relations sociales très difficile à vivre. D'ailleurs, on peut trouver pas mal de mèmes de la part des VTubers eux-mêmes à propos de ces troubles mentaux, bien souvent tournés en dérision. L'agence Fast Connect, par exemple, fait régulièrement des blagues à ce sujet, comme quoi leur CEO recruterait dans des asiles. Voici d'ailleurs la vidéo publiée par l'agence pour parler de leur méthode de recrutement. Fast Connect est d'ailleurs surnommé The Sad Girls Company. Et les blagues sur la condition mentale des VTubeuses sont extrêmement récurrentes. En fait, c'est même quelque chose qui fait intégralement partie de cet univers. Certains disent même qu'un VTuber sain d'esprit, ça n'existe pas. Alors, c'est souvent dit sous le ton de l'humour, mais il n'en demeure pas moins que le fond du problème est une tendance réelle. Beaucoup de VTubeuses parlent d'ailleurs ouvertement de leurs troubles mentaux, que ce soit l'autisme, le TDAH ou encore la dépression. I think I'm always going to be depressed. I think I just got chemicals in my brain where I'm never going to be able to escape the existential melancholy that is always lingering and always there to provide like a 50% mood decrease to anything that I'm doing that would otherwise make like a normal person fully happy. Et si un tel phénomène est possible, c'est en grande partie parce que nous vivons à une époque qui a tendance à glorifier la maladie mentale, à la glamouriser. Et ça me fait penser qu'il y a en fait tout un pan de cet univers dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est le fait que le fonctionnement des agences de VTubers est en fait totalement pompé sur les agences d'idoles japonaises. En fait, on pourrait quasiment dire que le VTubing, c'est du télétravail pour idols. Même les rencontres entre les fans et les idols ont été remplacées par des conférences où des gens payent pour regarder un écran. Et tous les problèmes de harcèlement et les problèmes liés à la santé mentale que connaissent les idols se sont tout naturellement greffés au monde des VTubers. Le truc, c'est que dans le monde des idols, on ne pousse pas le vice jusqu'à exploiter les dégâts mentaux. Au contraire, les agences ont plutôt tendance à les planquer sous le tapis, parce que c'est pas bon pour l'image. Mais chez les VTubers, au contraire, on exploite le filon. Alors, vous l'avez probablement remarqué, mais jusque-là, on s'est surtout intéressé à la chose du point de vue des VTubeuses elles-mêmes. Mais pour véritablement comprendre le sujet dans son intégralité, il va être temps de passer de l'autre côté du miroir.
Comme je vous l'ai déjà dit plus tôt, j'ai posé un certain nombre de questions à des gens qui consommaient ce genre de contenu. Et avec leurs réponses, j'ai pu dresser un portrait robot du spectateur type. La plupart ont découvert le VTubing au début des années 2020, pendant la période Covid, à travers des clips proposés en masse par YouTube. Si vous aviez le malheur de cliquer sur un de ces clips, YouTube ne vous recommandait plus que ça. Ils ont été attirés par ces couleurs vives, cette esthétique animée, cette façon de s'exprimer si particulière, ce côté surjoué, ces blagues très limites. En fait, le VTubing a tout naturellement intéressé les weebs, c'est-à-dire les fans de manga et d'anime japonais. Et donc, ils partagent un peu les mêmes codes, les mêmes références, le même humour, mais aussi la même réputation. Des asociaux un peu bizarres qui font des économies sur le savon. Il existe aussi une communauté de fans féminines qui suivent des VTubers masculins. Mais elles sont quand même plutôt extrêmement minoritaires. Et elles ont de telles particularités qu'elles mériteraient une vidéo qui leur soit entièrement consacrée. Ici, on va vraiment s'intéresser au public masculin. Et la plupart de ceux que j'ai interrogés disent consommer ce type de contenu sans y accorder une importance démesurée. D'autres, au contraire, sont vraiment des fans dévoués, connaissent dans les moindres détails les dramas et le lore de chaque VTubeuse. Il faut dire aussi qu'ils ont tous en commun d'être parfaitement bilingues, parce que très peu d'entre eux consomment le contenu VTubing français. On a donc affaire à une sociologie bien particulière, qui bien souvent colle à peu près aux clichés qu'on peut s'en faire. La majorité de ceux que j'ai interrogés ont évoqué leurs difficultés à se faire des amis, et la plupart sont plutôt isolés socialement. Beaucoup d'entre eux n'ont pas une vie sentimentale très riche, pour ne pas dire carrément vide. Si on nuance un peu le terme incel, je dirais que oui, les VTubers attirent ce public. Mais tous ou presque ont parfaitement conscience des problèmes et des dérives de ce milieu. Ils sont en général extrêmement critiques, bien qu'ils aient plutôt tendance à ironiser plutôt qu'à dénoncer. Et l'un des mots qui est revenu le plus souvent quand j'ai échangé avec eux, c'est le mot simp. Il est revenu tellement souvent que j'ai décidé de m'y attarder un peu. Parce que vous allez voir, il renferme pas mal de choses assez intéressantes. Le mot simp viendrait de la communauté afro-américaine et son utilisation remonterait aux années 80 avec le morceau Pimpology du rappeur Too Short. Le simp, selon lui, c'est l'inverse du pimp, c'est-à-dire le proxénète. Mais en réalité, on peut trouver des traces encore plus anciennes de ce mot, et notamment dans un article de 1923. Ces simps célibataires ont peur de prendre des risques et sont trop radins pour partager leurs revenus avec une femme. En fait, pendant longtemps, le terme était utilisé pour désigner quelqu'un de stupide. Le mot serait d'ailleurs dérivé du mot français simplet. Aujourd'hui, simp, c'est un mot qu'on utilise pour décrire un homme trop soumis aux femmes, voire désespéré et qui recherche leur attention ou leur affection sans rien recevoir en retour. D'une manière générale, le mot est très utilisé par la génération Z. Et surtout, il a été particulièrement associé au masculinisme et son utilisation a souvent été dénoncée dans de nombreux articles, comme dans celui-ci du New York Times qui considère le terme comme sexiste. Ou bien encore dans cet article ô combien catastrophique de CNN, qui nous dit en gros que les garçons qui sont considérés comme des simps aujourd'hui sont en fait très en avance sur leur temps. Un article qui nie totalement la souffrance de ces hommes et leur misère affective. Ce sont des hommes qui survalorisent les femmes et qui sont tout simplement incapables de nouer des relations sentimentales avec elles. Donc encourager les jeunes hommes à être des simps au nom du féminisme, c'est tout simplement irresponsable. Même si cela fait mal sur le moment, dans l'ensemble, un garçon qualifié de simp peut considérer cela comme un honneur. Les garçons d'aujourd'hui grandissent au milieu de la plus grande redéfinition des rôles masculins de l'histoire récente. En revanche, on a pu aussi observer l'excès inverse. Certains courants masculinistes ont avancé qu'à peu près tout et n'importe quoi pouvait être considéré comme du simpage, notamment via une trend TikTok du nom de Simp Nation. Certains avaient fini par théoriser que répondre trop rapidement au message d'une femme, s'habiller correctement à un rendez-vous, prêter un objet à une femme, tout ça, ça devait être considéré comme du simpage. En septembre 2020, des utilisateurs de Reddit ont même lancé un défi intitulé No Simp September, sur le modèle du No Nut November, qui préconise un mois d'abstinence sexuelle. L'idée, c'était en gros de s'abstenir de liker des photos de femmes, de regarder de la ou de donner de l'argent à des streamers, des travailleuses du S ou des VTubeuses. Parce que dans les cas les plus extrêmes, et c'est là le grand problème, simper relève vraiment de l'addiction. Et encore une fois, nombreux sont ceux qui en ont parfaitement conscience. Alors je précise quand même que non, bien évidemment, tous les gens qui regardent du contenu VTubing ne sont pas forcément des simps, mais il y a quand même sociologiquement une tendance assez lourde qui va pousser les hommes qui ont ce type de penchant à se tourner vers ce type de contenu.
En fait, ce qui est intéressant ici, c'est surtout de remarquer que ce milieu semble quand même cristalliser beaucoup de problèmes propres à l'époque. Et d'ailleurs, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai fini par trouver la réponse à une question que je me posais depuis très longtemps. Comment on en est arrivé à trouver la maladie mentale attirante? Et c'est maintenant qu'on va raccrocher tous les wagons. En fait, c'est vraiment l'univers du VTubing qui m'a offert la réponse la plus claire à cette question. Beaucoup pensent que c'est parce que la maladie mentale est souvent mise en avant pour se différencier. Et à vrai dire, ça a longtemps été ma théorie aussi. Parce que s'il y a indéniablement des femmes réellement atteintes de troubles mentaux, il y en a aussi qui exagèrent leurs symptômes ou bien qui font carrément semblant. Mais ça, encore une fois, ça n'explique pas le plus important, à savoir pourquoi certains hommes trouvent ça attirant. Et pour comprendre ça, j'ai dû me tourner de nouveau vers la culture otaku. Dans les mangas, il existe des archétypes de comportements de personnages dans des situations romantiques. On les appelle les déré. Les plus emblématiques étant sans doute les tsundere, des personnages froids, irritables ou hostiles qui s'avèrent en réalité, quand on apprend à les connaître, être des personnes très douces et gentilles. L'un des exemples les plus emblématiques étant peut-être Asuka de Evangelion. À l'inverse, le yandere est un personnage qui semble initialement doux et gentil mais qui devient rapidement possessif, jaloux, voire carrément violent et psychotique à mesure qu'on s'en rapproche, comme Yunogasai de l'anime Mirai Nikki. Ou bien, littéralement, la VTubeuse Urua Rushia, dont on a parlé plus tôt, qui derrière ses apparences toutes gentilles, toutes mignonnes, était en fait une vraie psychopathe. Mais évidemment, il n'y a pas de romantisme, pas d'histoire intéressante, sans un sauveur, sans le fameux « I can fix her ». Tout le monde la rejette, mais moi, je la comprends. Et c'est pour ça que cette mode de la maladie mentale a pris. C'est pas parce qu'il y a des cinglés, mais parce qu'il y a des sauveurs. Parce qu'il est naturel pour un homme de vouloir protéger, aider, prendre soin d'une femme. En fait, la culture otaku et la culture populaire en général ont largement contribué à romantiser la folie, que ce soit en Occident ou au Japon. Il y a vraiment chez les Japonais une manière toute particulière de représenter la folie qui semble tout particulièrement charmer les fans de manga et d'anime. Et dans cet attrait pour les relations toxiques, il y a aussi l'idée du rejet des relations dites vanille. Je vous renvoie à ma vidéo sur les fétichistes des pieds si vous voulez en savoir plus sur cette notion de vanille qui me semble absolument indispensable pour comprendre l'époque. Les relations sentimentales ne sont plus considérées que comme une passion pure, un brasier sur lequel rien ne peut être construit, un amour impossible qui ne découle que sur la violence, la tristesse, une vision de l'amour et du couple qui fait certes de très bonnes histoires, qui déclenchent des frissons, de la passion, mais qui est assez incompatible avec l'idée même de fonder une famille. En fait, il existe une sorte de symbiose malsaine entre les VTubeuses et leurs simps, une logique qui est exactement la même que celle d'un couple toxique. Et à ce moment-là, je me suis demandé comment on en était arrivé là. Alors, je me suis remis dans la boucle et j'ai de nouveau regardé énormément de contenu. Where are you from? I am Japan. I am the most cute. Yes. Oh, I'm a girl. Look at my curves. Hi, honey. Et là, je me suis rendu compte d'un truc. Globalement, il y a chez les VTubeuses une tendance à beaucoup jouer sur le cliché de la femme soumise, naïve, parfois même un peu idiote. Comme si les VTubeuses les plus célèbres voulaient se conformer à un certain idéal. Et pour comprendre d'où venait ce fameux idéal, j'ai dû de nouveau me tourner du côté du Japon. Après la Seconde Guerre mondiale, le mode de vie du salaryman au Japon était vraiment vu comme un idéal à atteindre pour les hommes japonais. Un idéal qui a atteint son apogée dans les années 80. À cette période, le Japon a connu une bulle économique, une période marquée par la folie de l'argent, merveilleusement retranscrite dans un jeu comme Yakuza 0 d'ailleurs. Et puis, il y a eu l'éclatement de cette bulle dans les années 90, une période qu'on appelle la Lost Decade. Et depuis cette période, beaucoup d'hommes ont dû revoir leurs ambitions à la baisse. Ils ont dû se contenter d'un train de vie beaucoup plus modeste. Et donc, ils ont dû accepter des contrats de travail beaucoup moins intéressants. Et puis,
hommes et femmes ont été mis en concurrence sur le marché du travail. Depuis, certains hommes estiment qu'ils ont été discriminés et considèrent que les femmes japonaises ont de meilleures opportunités de travail dans un monde qui se féminise de plus en plus. Beaucoup ont abandonné l'idée de fonder un foyer, ont perdu le goût du travail et à vrai dire, ont perdu le goût de beaucoup de choses, y compris du sexe. Au point que dans la société japonaise, ces hommes sont parfois appelés des herbivores, une expression utilisée pour décrire des hommes presque émasculés. Et en parallèle a aussi émergé une autre figure, celle de la femme carnivore, un concept développé par le sociologue Masahiro Yamada en 2006. Les femmes carnivores sont des femmes assertives, dominantes dans les relations, ambitieuses professionnellement et qui très souvent renoncent à l'idée de fonder un foyer pour se consacrer à leur carrière. C'est l'équivalent des working girls en Occident. Et ce profil de femme, de plus en plus fréquent au Japon, est jugé très peu attirant par beaucoup d'hommes. Et ce que font les VTubeuses japonaises, c'est principalement de jouer à fond le stéréotype de cet idéal de la femme au foyer, soumise, joyeuse et naïve, un idéal rassurant pour beaucoup d'hommes japonais qui aiment se fantasmer en mari et père de famille protecteur. Mais c'est devenu pour eux un idéal inatteignable, puisqu'aujourd'hui, ils n'ont rien de plus à mettre dans la balance. Ils se sentent donc inaptes à fonder une famille. Et ça, pour beaucoup, ça a généré au mieux une grande frustration, au pire, une tristesse extrêmement profonde. Au point que certains de ces hommes préfèrent l'affection fictive des idoles, de personnages de jeux vidéo ou bien de VTubeuses. Ils préfèrent donc faire semblant plutôt que de chercher à avoir des relations avec des femmes carnivores, des femmes fortes, mais qui ne les charment pas. Et les idoles, tout comme les VTubeuses, capitalisent à fond sur cette frustration. Ce sont des célébrités qui s'enrichissent sur l'argent que leur donnent ces hommes herbivores ou ces simps. Des simps qui, en donnant cet argent, gardent le sentiment de subvenir aux besoins d'une femme. D'ailleurs, c'est pour ça que la carrière d'une idole, tout comme celle d'une VTubeuse, peut s'arrêter instantanément si son public s'aperçoit qu'elle a une relation avec un homme. Parce que tout ce business se base autour de ce fantasme. Mais si le phénomène s'exporte si bien, c'est parce que l'Occident connaît une situation comparable. D'ailleurs, les VTubeuses anglophones ont copié jusqu'aux intonations et aux mimiques des VTubeuses japonaises. Elles vont parfois jusqu'à rendre leur voix artificiellement plus aiguë et imiter leurs gémissements. La mise en concurrence des hommes et des femmes sur le marché du travail, des femmes qui choisissent de plus en plus leur carrière plutôt que de fonder une famille, la mise en avant de la figure de la femme forte et indépendante, les hommes qui se marient de plus en plus tard ou plus du tout et qui ont de moins en moins de relations sexuelles, la situation de l'Occident et celle du Japon sont extrêmement comparables à ce niveau-là. Et ça m'a amené à m'intéresser à une autre dimension du VTubing, la dimension parasociale. Une relation parasociale, c'est un lien psychologique unilatéral dans lequel une personne développe un lien émotionnel profond avec une célébrité, un personnage fictif ou une personnalité médiatique qui ignore l'existence de cette personne. C'est un phénomène qui a toujours existé avec des célébrités, des équipes de sport, etc. Mais avec Internet, ça a pris une toute autre dimension. Et cette dimension parasociale dans le VTubing, elle va parfois encore plus loin, en prenant la forme d'un jeu de rôle. Certaines VTubeuses vont parfois jusqu'à mimer les comportements d'une petite copine. C'est ce qu'on appelle la GFE, Girlfriend Experience, une manière de compenser la frustration d'un idéal irréalisable. Certaines VTubeuses, comme Uru Harushia, encore elle, faisaient carrément un business de ces relations parasociales, en faisant payer des spectateurs pour qu'ils passent une journée en sa compagnie. Journée pendant laquelle Urua faisait semblant d'être leur femme. L'idée, c'est de jouer la copine jalouse, possessive, etc. Certaines poussent même le vice jusqu'à vendre des produits dérivés, des tasses pour couple ou de fausses bagues de fiançailles. Et quelque part, je trouve ça encore plus sale que de se faire de l'argent sur le sexe. Au Japon, il existe même des offres d'hôtels, de restaurants, etc. pour les gens qui ont une partenaire virtuelle. L'un des exemples les plus emblématiques de ce phénomène est le mariage entre Akihiko Kondo et la chanteuse virtuelle Hatsune Miku en 2018. Mais pire encore, selon un article du Pacific Asia, l'émergence des VTubers pourrait avoir un effet de diversion. C'est-à-dire que ça aurait tendance à pousser certains fans masculins à sexualiser des personnages non humains. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité de l'être humain à sexualiser à peu près tout et n'importe quoi. Il existe même des VTubeuses spécialisées dans le contenu X. C'est le cas par exemple de Project Melody. En fait, certaines personnes consomment tellement de manga X qu'ils finissent par ne plus être attirés que par ça. Certains vont même plus loin et disent éprouver des sentiments pour des personnages fictifs. C'est ce qu'on appelle la fictophilie. Et d'une manière générale, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. Ouais, on vit quand même
une drôle d'époque. Bon, alors avec tout ça, je pense qu'il est temps de conclure. J'ai observé longuement le petit monde du VTubing, un monde bien identifiable, avec ses particularités, ses codes, ses références, des problématiques qui lui sont propres. Pour autant, il ne faudrait pas faire l'erreur de considérer que c'est le VTubing qui provoque toutes les dérives dont j'ai pu vous parler ici. Mais ce qui est intéressant avec le VTubing, c'est que ce petit monde-là, il cristallise de manière presque caricaturale énormément des problèmes de nos sociétés modernes, notamment dans les redéfinitions des rôles des hommes et des femmes, et tous les nouveaux problèmes et les frustrations que ça peut impliquer pour un sexe comme pour l'autre. Le Japon, qui a beau être un pays à la culture assez radicalement différente des cultures occidentales, fait pourtant face aux mêmes problématiques, parce que les mêmes causes provoquent les mêmes effets. La modernité et le progrès ont beaucoup contribué à l'amélioration des conditions de vie des êtres humains, mais elle a aussi fortement endommagé les relations hommes-femmes. Aujourd'hui, hommes et femmes font tous deux face à des problématiques qui leur sont propres. Dans le petit monde du VTubing, ça se traduit par le harcèlement pour les VTubeuses et la misère affective pour les hommes. Seulement, aujourd'hui, le discours dominant consiste, au nom du féminisme, à systématiquement prendre parti pour les femmes. Et analyser la société avec un tel parti pris, c'est comme vouloir analyser un tableau en fermant un œil. En fait, pour certains, évoquer les problèmes relationnels des hommes, la misère affective, ce serait déjà à considérer comme un discours de haine envers les femmes. Et ce qui m'a sauté aux yeux pendant mes recherches, c'est que presque tous les articles que j'ai lus nous servent le même son de cloche. Les hommes sont des porcs parce qu'ils sexualisent les femmes. Comme si c'était jamais les femmes qui se sexualisaient elles-mêmes pour profiter de tous les pouvoirs que ça leur apporte. Quel que soit le sujet, la conclusion de ces articles était toujours la même. C'était la faute des hommes ou du patriarcat, et systématiquement, il fallait innocenter les femmes d'absolument tout, parce que ce sont elles les victimes, et que les victimes ne peuvent jamais être coupables. Les hommes sont des porcs, et puis c'est tout. D'un autre côté, les hommes frustrés en proie à la misère affective peuvent également adhérer à des discours tout aussi caricaturaux. Les femmes sont des... Et puis c'est tout. Et nombreux sont ceux qui vont jusqu'à nier les souffrances féminines, les souffrances propres aux femmes. Et donc on se retrouve finalement dans une situation où la nuance est souvent impossible. Comme s'il fallait choisir un camp entre les hommes sont des porcs ou les femmes sont des... Et on se retrouve à choisir une équipe. Et à ne plus devoir tenir compte que des problématiques de l'un des deux sexes. Au lieu de chercher une solution harmonieuse, on s'obstine à regarder le tableau avec un œil fermé. Alors, c'est pas tous les jours que je fais ça, mais aujourd'hui, je vais pas me contenter de pointer du doigt certaines choses. Je vais vous proposer une solution. Non, en fait, je vais même vous livrer la solution à tous les problèmes. La solution, elle consiste simplement à arrêter avec ce choix ridicule. Les hommes sont des porcs ou les femmes sont des... La solution, elle consiste à dire les hommes sont des porcs et les femmes sont des... Parce que oui, ces messieurs ont tendance à être de gros porcs insensibles et puants, mais oui également, ces mesdames ont tendance à être des manipulatrices et intéressées. C'est d'ailleurs la seule chose véritablement importante que nous aura enseigné le féminisme. Les femmes ne valent pas mieux que les hommes. Nous sommes parfaitement égaux dans la bassesse et la médiocrité. Mais le gros problème du féminisme actuel, c'est qu'il hiérarchise la souffrance d'un sexe sur l'autre. Et ça ne peut mener à rien de bon. Si le combat féministe invisibilise les souffrances masculines, il ne fera qu'aggraver les problèmes qu'il dénonce. Et c'est exactement pareil pour le masculinisme. Et au fond, ce que les problématiques et les dramas du petit monde du VTubing nous montrent, c'est rien d'autre que ça. Un miroir grossissant des relations hommes-femmes dans les sociétés modernes. Et c'est à peu près tout. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous y aurez appris des choses. Alors évidemment, il y a aussi de bonnes choses dans le petit monde du VTubing. Il y a des gens talentueux, créatifs et intéressants. Et c'est également, comme dans la communauté Fury d'ailleurs, des gens qui sont très autocritiques. Parce qu'en fait, tous ces dramas qui sont mis en avant par la communauté elle-même, c'est avant tout une volonté de dénoncer ses propres dérives. Et ce qui m'a intéressé ici, et j'espère que ce sera compris, c'est surtout les aspects propres au VTubing, mais aussi ce que ces dérives disent par rapport à l'époque dans sa globalité.